Bonjour à tous, comment la géopolitique peut-elle impacter concrètement un portefeuille d'investissement? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. On va décortiquer pas à pas les décisions d'un investisseur face aux grands événements d'avril 2026. C'est une plongée, vous allez voir, vraiment fascinante au cœur de ce lien entre l'actualité mondiale et nos finances. Et pour planter le décor, rien ne tel que cette phrase. Avril sera bien pire que mars. Ça, c'est le directeur de l'Agence internationale de l'énergie qui le dit. Autant vous dire que ça a jeté un froid. C'était un avertissement très clair. Les marchés devaient se préparer à de grosses turbulences. L'ambiance, disons-le, était déjà sous haute tension. Et il avait raison. Début avril 2026, c'était tout sauf calme. Il y avait déjà une guerre en cours au Moyen-Orient, et ça maintenait les marchés mondiaux sur le qui-vive. La volatilité, comme disent les experts, était revenue en force. Bref, le terrain était déjà miné. Alors, pour bien suivre ce qui s'est passé, on va regarder ça de plus près, étape par étape. On a 3 dates claires à retenir. D'abord, le 8 avril, un premier avertissement économique. Ensuite, le 14 avril, le gros choc géopolitique. Et enfin, à partir du 16, la réaction des marchés. C'est notre feuille de route pour ce mois explosif. Et attention, ces inquiétudes ne sont pas sorties de nulle part. Dès le 8 avril, on avait des signaux d'alerte. Un rapport de BNP Paribas, par exemple, mettait déjà en garde contre le risque d'une hausse de l'inflation, à cause du choc énergétique. Le décor était vraiment planté pour la suite. Et c'est là que tout bascule. On arrive au cœur du réacteur, l'événement qui va déclencher la crise de ce mois d'avril. C'est une escalade vraiment spectaculaire du conflit, et ça a pris tout le monde par surprise. Le point de rupture, il arrive le 14 avril. Ce jour-là, les pourparlers de paix, les négociations diplomatiques échouent. Et là, c'est l'étincelle. L'annonce déclenche une vraie panique sur les marchés. C'était la confirmation de la pire crainte des analystes. On entrait dans un scénario flou, incertain, bref, le pire pour l'économie. Et l'impact, il a été immédiat et violent. Regardez ce chiffre. Le prix du baril de Brent s'est envolé. Il a dépassé la barre symbolique des $100 pour atteindre ce pic. Une flambée qui a tout de suite fait ressurgir la peur d'une crise énergétique mondiale. Et les conséquences se sont enchaînées à une vitesse folle. D'abord, un blocus américain sur les ports iraniens. Juste après, le FMI qui sonne l'alarme et parle d'un vrai risque de récession mondiale. Et évidemment, avec un pétrole aussi cher, les craintes d'une inflation galopante sont revenues au premier plan. Bon, on a bien compris le contexte global, la macroéconomie. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que ça donne à une échelle plus personnelle. Concrètement, comment un investisseur réagit. On va justement analyser les mouvements d'un vrai portefeuille pour voir ça de plus près. Alors entre le 14 et le 17 avril, ça a été l'effervescence dans ce portefeuille. On voit quoi? Des ventes, beaucoup de ventes d'actions internationales, des achats aussi mais très ciblés sur l'énergie et la tech, et puis de nouveaux investissements dans des obligations d'État. Clairement, la fréquence des transactions a explosé. L'investisseur est passé en mode gestion de crise. Allez, on va décortiquer ces opérations. Essayons de comprendre la logique, la stratégie derrière ces achats, ces ventes. Qu'est-ce que tout ça nous raconte sur la façon dont cet investisseur a analysé la situation? Parce que c'est bien ça la question clé, non? Quand tout semble s'effondrer, qu'est-ce qu'on fait? On attend que l'orage passe ou on agit? Eh bien ici, on va voir l'exemple d'une approche très proactive. En gros, on peut voir 2 grands types de stratégies. D'un côté, ce qu'on pourrait appeler la réduction défensive du risque. On cherche à se protéger. Et de l'autre, des pivots opportunistes. On essaye de trouver des opportunités, même dans le chaos. On va regarder un exemple de chaque, c'est très parlant. Commençons par le côté défensif. Premier mouvement, la vente d'une grosse valeur tech juste avant le choc. C'est une bonne illustration de la prudence. Le secteur de la tech est souvent très sensible à la conjoncture, donc l'idée, c'était d'anticiper la volatilité à venir. Et voilà l'opération en question. Regardez bien la date, le 10 avril, c'est 4 jours avant le choc. La position sur Adobe est vendue, c'est un exemple parfait de gestion active du risque. On prend ses bénéfices avant que la panique générale ne s'installe. Autre mouvement défensif, mais cette fois-ci c'est une réaction après le choc. Face au spectre de l'inflation qui revient en force, l'investisseur fait un mouvement classique, il se tourne vers une valeur refuge. Ici, des obligations d'État qui sont protégées contre l'inflation, c'est un placement réputé plus stable quand ça tangue. Et là encore, la date est cruciale. L'achat se fait le 15 avril. C'est le lendemain même de l'échec des négociations. C'est une réaction quasi instantanée pour mettre une partie du capital à l'abri de la hausse des prix qui s'annonce. Bon, on a vu le côté défense, passons à l'attaque, à l'opportunisme. Le raisonnement est assez simple. La crise fait exploser les prix de l'énergie, alors pourquoi ne pas parier sur un secteur qui va logiquement en profiter? C'est toute l'idée derrière ce qu'on appelle un pivot opportuniste. Et cette opération l'illustre parfaitement. Le 15 avril, le même jour que l'achat défensif des obligations, on voit un achat sur la Française de l'énergie. C'est un pari très clair,
On mise sur le fait que la hausse des prix du pétrole et du gaz va booster les résultats des entreprises du secteur. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Quelles leçons peut-on tirer de la manière dont ce portefeuille a traversé ce mois d'avril si agité? Si on devait résumer, il y a 3 leçons clés. La première, tout commence par une bonne analyse du contexte géopolitique. C'est la base. Deuxièmement, savoir pivoter rapidement vers des actifs défensifs pour amortir le choc. Et troisièmement, et c'est peut-être le plus important, il faut gérer activement le risque. Ne pas rester les bras croisés, mais réagir vite et de façon réfléchie. Et tout ça nous amène à une question pour chacun d'entre nous. Face à une telle crise, un tel choc, son propre portefeuille, comment aurait-il réagi? C'est une bonne question à se poser pour mieux se préparer aux incertitudes qui, on le sait, font partie intégrante des marchés. Voilà pour ce décryptage, à très bientôt.